Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai pu faire au mois de mars. Il y en a pas mal, j'ai réussi à lire 10 ouvrages pour l'instant et c'est pas encore la fin du mois, donc je suis plutôt contente de moi. Et je vais commencer tout de suite avec les 2 livres que j'ai finis fin février. Donc ça commence à remonter un peu, mais ça a été d'excellentes lectures. Donc, un des derniers livres que j'ai lu en février, c'est La Faucheuse de Neal Shusterman, qui est ici à la collection R. Ça a été un très très gros coup de cœur et je pense que c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. En fait, dans La Faucheuse, on va suivre 2 adolescents, donc une jeune fille et un jeune homme, qui vont être donc sélectionnés pour devenir faucheurs. En fait, c'est un monde où les gens ne meurent plus. En fait, il y a des centres, des réanimations partout, et donc qu'on s'écrase du 5e étage, qu'on se fasse renverser par un bus, on ne meurt pas, puisqu'on va être réanimé et ressuscité, entre guillemets. Et le seul moyen de vraiment décéder, c'est d'être pris par une faucheuse. C'est vraiment une super dystopie. J'ai adoré ce livre. Voilà, les personnages sont vraiment très très attachants. L'action est vraiment hyper haletante, on est très très vite pris. On parle aussi beaucoup de politique autour de ce groupe de faucheurs, donc c'est assez intéressant puisque finalement il y a beaucoup de complots, de certains faucheurs qui ont une mentalité et une philosophie très différentes des autres, et donc qui rend ce livre encore plus passionnant. Donc au-delà du côté action, c'est aussi pas mal de réflexions philosophiques et théologiques sur la mort, l'ennui au final, qu'est-ce qu'une vie au final si on n'a pas entre guillemets la mort au bout du tunnel, et beaucoup de réflexions sur la vie. C'est très intéressant et moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Le tome 2 vient de sortir, donc je pense que je vais me ruer dessus et me le procurer. En tout cas, je vous le conseille à 1000%. Un autre ouvrage que j'ai terminé au mois de février, c'est le tome 2 de Sauveur et fils de Marie Aune-Muraille, qui pareil a été une super lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 autant que le tome 1. On va suivre Sauveur, qui est psychologue en région parisienne et qui élève seul son petit garçon qui s'appelle Lazare. Et c'est vraiment très très drôle puisque au final dans ce livre, on va suivre des cas qui sont assez lourds d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles psychologiques ou qui subissent par exemple du harcèlement. Donc il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Entre le tome 1 et le tome 2, donc on suit certains patients qui sont toujours là et d'autres nouveaux qui ont vraiment d'autres pathologies ou d'autres soucis au quotidien. Et en fait, ça traite les soucis, entre guillemets, avec légèreté. Ça les rend abordables partout, c'est très intéressant. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre. Donc moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous ruer sur la saga Sauveur et fils, qui est un beau coup de cœur et accessible à la fois aux adolescents et aux adultes. Pour ce mois de mars, donc, on va commencer tout de suite avec toutes les lectures que j'ai pu. Donc j'ai lu Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt, que je me suis procuré le même mois, donc je l'ai lu assez rapidement. C'est un livre qui est tout court, que j'ai lu je pense en 1h30, en gros dans les transports. J'avais même fini avant d'arriver. Donc c'est un livre en fait qui va parler d'Oscar qui a une leucémie et qui malheureusement son traitement et ses opérations n'ont pas été très efficaces, donc qui est vraiment dans on va dire dans ses derniers jours, et il est très très proche d'une dame en rose. Donc c'est ces personnes bénévoles qui viennent donner un petit peu de joie aux enfants dans les hôpitaux, et donc ils sont très très proches, et c'est une très très belle histoire en fait sur Oscar qui écrit des lettres à Dieu, qui ne croit pas forcément en Dieu, mais qui voit Dieu comme un interlocuteur, et qui lui écrit avec ses mots d'enfant ce qu'il ressent sur la maladie et ce qu'il ressent au quotidien sur ses parents, d'autres enfants malades, voilà, ses joies, ses peines. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé très joli et que je vous recommande. Voilà. J'aurais bien aimé des petites pages en plus, mais bon. En tout cas, c'était... le message d'Eric Emmanuel Schmitt est passé avec ce livre. J'ai également lu un thriller avec Pandémia de Franck Tillier. C'est un des rares de Franck Charcot et Lucie Nebel que je n'avais pas lu. J'ai adoré ce thriller. C'est pas un coup de cœur parce que pour moi c'est aussi bon que tous ces autres thrillers. Voilà, ils sont tous de toute façon d'excellente qualité.
En fait, dans Pandemia, on va plutôt être sur tout ce qui est contamination, contagion, que ce soit entre les animaux et les hommes, le développement de la grippe, comment différentes maladies se répandent au final et avec quelle rapidité. Et du coup, c'était très très intéressant. On sent que Franck Tillier s'est vraiment beaucoup renseigné auprès du CNRS, auprès de beaucoup de l'Institut Pasteur, de recherche sur la grippe et d'autres maladies. Un roman qui m'a beaucoup plu, l'intrigue est top comme d'habitude. Encore une fois, on se fait complètement surprendre et on est surpris jusqu'à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et c'est une très bonne suite à Angor. Donc vraiment, si vous aimez Franck Tillier, je vous conseille quand même d'avoir lu Angor avant Pandemia, tout simplement parce qu'il y a certaines histoires, on va dire, qui se poursuivent dans Pandemia. Alors on peut le lire sans avoir lu Angor, mais ça reste quand même, si on veut comprendre l'intégralité de l'ouvrage, un prérequis pour moi. En tout cas, j'ai adoré et puis j'espère continuer avec Franck Tillier. J'ai notamment rêvé dans Opale qui va pas faire long feu. Plus de voix. J'ai ensuite lu Après la vague de Oriane Charpentier que j'ai ici aux éditions Pôle Fiction. Donc c'est un roman en fait qui parle du tsunami de 2004. Donc tsunami voilà, qui avait touché toute l'Asie du Sud-Est. En fait, j'avais très envie de lire sur le sujet et j'ai beaucoup de mal à trouver des romans qui traitent de ce sujet d'actualité, parce qu'il n'y a pas si longtemps finalement. Ça n'a pas été vraiment un succès, en tout cas pour moi, avec cet ouvrage Après la vague. En fait, tu peux marcher quand même, hein, chérie. On va suivre Maxime, en fait, qui est en vacances avec ses parents, son frère aîné et sa sœur jumelle, je crois en Thaïlande. Et qui ce jour-là n'a pas du tout envie d'aller se balader en montagne et qui préfère prendre le soleil sur la plage avec sa sœur. Malheureusement, le tsunami va passer par là et donc c'est une histoire qui parle... Non mais c'est pas grave chérie, t'inquiète pas. C'est une histoire qui parle du tsunami, des dégâts, que ce soit matériel, humain, mais aussi psychologique, de toute cette reconstruction, du deuil, du difficile passage à l'âge adulte aussi pour ces ados qui ont vécu l'horreur. Voilà, j'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé que c'était très intéressant, voilà, tous ces processus de deuil. Mais encore une fois, c'est un roman qui fait 120 pages. Pour moi, c'était vraiment pas suffisant. C'est vraiment ça qui m'a gênée, parce que j'ai trouvé que tout allait trop vite. En fait, déjà la catastrophe arrive au bout de 2-3 pages, donc on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher aux différents personnages, de comprendre leur psychologie. On est tout de suite dans la catastrophe. Et moi, ça a manqué de détails pour moi au niveau de la catastrophe aussi. J'aurais aimé en apprendre plus. Et même sur les conséquences, sur le deuil, voilà, j'ai trouvé que tout allait trop vite parce que il n'y avait pas assez de pages et du coup, pour moi, ça a manqué de profondeur. C'est le personnage en fait qui a manqué pour moi de profondeur puisque il n'y a pas l'espace d'expression n'est pas suffisamment large pour me toucher. Voilà. Donc pour moi, c'est dommage parce que j'en aurais voulu plus et j'ai bien aimé la plume d'Oriane Charpentier. Donc pourquoi pas découvrir un autre livre d'elle. En tout cas, si vous avez des recommandations sur le tsunami en termes d'ouvrage, n'hésitez pas. C'est vraiment un sujet que j'aimerais approfondir, que ce soit la catastrophe en elle-même ou ses conséquences. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. J'ai également lu le tome 1 d'Agatha Raisin, donc de MC Beaton, que j'ai aux éditions Albin Michel. Donc ce tome 1 qui se nomme Agathe Raisin Enquête, la quiche fatale. Voilà. Comme ça, quand on dit titre, ça fait un petit peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé Agatha Raisin. Donc évidemment référence à Agatha Christie. En fait, Agatha Raisin, c'est une femme qui a énormément réussi dans les relations publiques à Londres. C'est une femme du monde qui n'a pas vraiment de famille ou d'amis, qui est très très seule et qui se retrouve finalement bientôt en retraite. Et qui va prendre sa retraite dans un petit village perdu en Angleterre parce qu'elle souhaite se rapprocher de la nature, du vrai monde, entre guillemets. Et donc elle va être amenée à résoudre une enquête. J'ai vraiment aimé.
parce que j'ai adoré le personnage de Agatha Raisin. Enfin, pour moi, c'est elle qui fait tout le roman. Je l'ai trouvée très très drôle, elle est hyper sarcastique, elle est vraiment marrante. Il y a des gens vraiment pas sympas avec elle. On sent que ça fait un petit peu chez tout le monde, hein, qu'elle vient de s'installer dans un tout petit village. Pour les autres, c'est vraiment la londonienne, qu'est-ce qu'elle vient faire là, et elle est tellement drôle. Sa voisine qui est absolument horrible, elles vont se faire des doigts d'honneur. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Vraiment, c'est très sympathique. Et cette histoire de quiche, j'ai trouvé ça très marrant au final, parce que c'est prendre des petites situations du quotidien, on va dire, dans ces endroits-là, à la campagne, les concours canins, les concours de quiche, qui fera la plus belle composition florale, et en tirer les ficelles jusqu'à avoir une enquête et emmener Agatha Raisin sur ce terrain-là. Ça m'a beaucoup plu, et donc c'est sûr que je lirai la suite. En tout cas, je vous conseille, si vous aimez tout ce qui est policier, c'est du policier très accessible. Voilà, on n'est pas dans du thriller, c'est vraiment un petit mystère léger, très agréable. J'ai également lu Les Sœurs Carmine, le tome 2 d'Ariel Holz, donc j'ai aux éditions Naos. J'avais adoré le tome 1, ça a été vraiment un vrai coup de cœur, et en fait j'ai aimé le tome 2 encore plus. Le tome 2, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Donc dans le tome 1, on suit Mère Hiver, et dans celui-ci, on va suivre Tristabel, donc l'aînée des Sœurs Carmine. Donc elles sont 3. Et donc je vais pas vous spoiler en vous racontant l'histoire du tome 2, mais en gros dans le tome 1 on va suivre Mère Hiver, qui est la sœur entre les deux, des milieux, on va dire, et qui est une monte en l'air, c'est-à-dire que elle va sur les toits, et puis pour essayer de détrousser les maisons, hein, et puis voler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, puisque ces familles d'orphelins, elles sont toutes les 3 toutes seules. Et donc elles doivent se débrouiller comme elles peuvent. Tome 2, en fait, on va suivre Tristabel, qui est juste hilarante. C'est une fille qui est égocentrique, ouais. Tellement portée sur elle-même, c'est la seule chose qui l'intéresse, et arriver à ses buts. Si elle doit provoquer des attentats, des duels meurtriers, empoisonner des gens, peu importe, pour y arriver, elle le fera. Elle est vraiment très drôle, je l'ai adorée. Vraiment, j'ai adoré ce tome 2. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3 sur la plus jeune des sœurs, puisque Dolorine, elle s'appelle, la petite, c'est une petite fille, et elle est très drôle. Elle se balade avec une petite poupée qui apparemment lui dit de tuer des gens, de les torturer et tout. C'est vraiment très drôle. On a quelques pages de son journal intime dans le tome 1, et puis à la fin du tome 2 pour nous donner un appétit sur le tome 3. En tout cas, voilà, j'ai adoré. Les Sœurs Carmine, c'est vraiment... c'est dans un monde qui s'appelle Grisaille, et Grisaille, c'est plein de gris, c'est l'automne, c'est l'hiver, les gens ne font que s'entretuer, mais c'est très drôle. Voilà. En tout cas, je vous le conseille, et j'espère que ça vous plaira. Mon deuxième coup de cœur du mois d'avril, il s'agit de Marie, du mois de mars, pardon. On n'y est pas encore. C'est Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry, donc ici aux éditions Albin Michel. Alors j'ai tout simplement adoré ce roman. Dans ce livre, on va suivre Marie, donc la future Marie Curie, et Bronia, donc c'est sa sœur, qui vivent en Pologne. C'est dans les années, fin du 19e. En fait, ce que je savais pas, c'est que la Pologne à l'époque était effectivement envahie par les Russes, et que les Russes avaient interdit aux filles de s'instruire, et notamment d'aller à l'université. On va suivre ici Marie et Bronia, donc qui sont toutes les deux qui sont toutes les deux filles d'un couple de professeurs qui sont très instruites, qui sont extrêmement douées. Donc Marie, son rêve, c'est vraiment de devenir chimiste. Elle adore les sciences. Et on a Bronia, son rêve, c'est vraiment de devenir médecin, qui va d'ailleurs devenir une des premières gynécologues françaises. En fait, on va suivre ces deux sœurs qui veulent se battre, en fait, pour avoir le droit d'accéder à l'éducation, qui vont d'abord aller dans une université volante à Varsovie, donc se cacher pour étudier, et puis ensuite en fait elles vont pactiser entre elles, et elles vont décider d'aller étudier à la Sorbonne à Paris. Et pour financer leurs études, elles vont entre guillemets se sacrifier les unes après les autres. Marie va devenir gouvernante dans une famille à la campagne, et va envoyer son salaire à Bronia, qui va donc partir à Paris étudier à la Sorbonne.
Je trouve que c'est un... Alors, il y a des défauts, par exemple, je trouve que c'est trop porté sur la romance, que ce soit du côté de Marie ou Bronia, tout simplement parce que c'est là où on sent qu'on est plus dans un roman young adult, mais il y a vraiment de la véracité historique derrière cette histoire, et c'est vraiment, ça m'a énormément touchée, puisque on va parler de l'éducation des femmes, l'accès à l'université, aux hautes études, et ne serait-ce qu'au même l'accès à apprendre à lire et écrire dans les milieux les plus bas socialement. Ça porte un message d'espoir, c'est très très beau, et puis surtout c'est des femmes qui ont réussi, qui sont brillantes. Marie Curie, c'est quand même elle a eu un prix Nobel, et en fait, bon, à part on va dire tout ce qui est trop fictionnel et toutes ces histoires de romance qui m'ont pas vraiment touchée, le reste on sent qu'il y a vraiment de la véracité, et d'ailleurs l'autrice Natacha Henry en fait a écrit Marie et Bronia, un autre livre porté pour les adultes, donc j'espère que dans cet ouvrage-ci, on sera vraiment plus sur la vraie histoire de Marie et Bronia. En tout cas, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. La plume est très agréable, et surtout ça nous a fait apprendre beaucoup plus sur ces femmes. Donc Marie Curie, tout le monde la connaît, elle a découvert des nouveaux éléments chimiques. Bronia, donc comme je vous disais, c'est une des premières qui a été nommée médecin gynécologue en France, parce qu'à l'époque il n'y avait que des hommes en fait dans cette profession. Voilà, c'est absolument magique, et je trouve que c'est un roman qui est important pour les femmes ou les hommes à tout âge de lire ce genre de choses, et ça montre qu'on peut se battre et on peut trouver des moyens de réussir quand on veut, mais aussi quand on a les capacités. Tout le monde n'est pas Marie Curie. En tout cas, j'ai adoré cette histoire et je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Gardien des cités perdues, donc Exil de Chanel Messenger aux éditions Lumen. Donc c'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1, j'ai encore une fois adoré le tome 2. Voilà. Je vais lire le tome 3 pour avril. C'est une saga jeunesse un peu chouchou que vraiment j'adore. Je pensais pas aimer autant, mais c'est souvent comparé à Harry Potter, et je trouve que dans ce cas-là, parce que c'est souvent incorrect, dans ce cas-là c'est assez vrai, dans le sens où on va suivre Sophie qui donc vit avec les humains, et qui a une mémoire photographique, et qui entend les pensées des gens. Donc pour elle c'est très très compliqué de vivre parmi les humains, et en fait qui va découvrir que c'est une elfe. Elle va être emmenée donc dans le royaume des elfes, aller à l'école, avoir une nouvelle famille, mais découvrir aussi des complots, des problèmes politiques. Il va lui arriver plein d'aventures. Et moi j'ai adoré ce tome 2 où effectivement on va parler d'une licorne qui s'appelle Alicorne dans ce livre. Ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré l'action. Voilà. C'est un petit peu lent à se mettre en place sur les 50 premières pages, mais après c'est vraiment top. Voilà, je le lis pas pour l'écriture de Chanel Messenger, qui est certes tout à fait correcte, mais qui est aussi tout à fait classique, mais pour ces personnages qui sont vraiment vraiment intéressants, et l'action qui est top. Voilà, donc c'est un livre qui peut se lire, je pense, à partir d'une dizaine d'années, et qui peut plaire à tout le monde, et également aux adultes. En tout cas, si les adultes aiment Harry Potter, Gardien des cités perdues, c'est top. Et le dernier que j'ai fini ce matin, mon livre en VO pour ce mois-ci, The Savage Chang par V.E. Schwab, donc que j'ai lu en lecture commune avec Meg, donc une de mes abonnées. Encore une fois, merci Meg. Je pense que sans toi, je l'aurais pas lu. Tout simplement parce que j'avais commencé, j'avais lu 30 pages, et j'avais vraiment du mal avec l'anglais. Pas que ça soit pas accessible, pas du tout, c'est très accessible en anglais, mais juste j'avais vraiment du mal à lire en anglais le soir après mon travail où je parlais déjà en anglais. J'avais besoin de m'évader via le français. Et je me suis accrochée et j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. En fait, dans The Savage Chang, qui est donc une duologie, on va suivre deux personnages au sein de la ville de V-City. Donc V-City, en fait, c'est une ville où il y a énormément de violence, qui est maintenant séparée en deux entre le nord et le sud, parce qu'il y a eu une grosse guerre et qu'ensuite là, ils sont, on va dire, en paix pour le moment. Et donc dans la partie nord, en fait, c'est entièrement
régie par Harker, donc qui est un puissant homme d'affaires, on va dire, un peu gangster, et ensuite par la famille des Flynn, qui est plutôt dans le côté révolutionnaire. Et en fait, c'est une ville où chaque acte de violence, plus ou moins grand, va créer des monstres. Donc, en fait, c'est une ville où il y a différents monstres. Donc, il y a les Malchai, les Korsai et les Sinai. Et donc, les 3 types de monstres différents en fonction du niveau de violence qui a créé ces monstres. Ça crée un univers qui est très très riche, qui est dans le paranormal. J'ai adoré l'univers. Donc, si vous connaissez V.J. Schwab avec Darker Shade of Magic, je veux dire, rien de nouveau pour vous. Vous savez qu'elle est très très douée pour créer des univers, et c'est encore vrai pour cet ouvrage-là. L'univers est vraiment super. Et si on va suivre 2 personnages, donc la fille de Harker et un des fils Flynn, donc, qui vont un peu se retrouver par hasard. Il va leur arriver des petites bricoles. Voilà, ça parle de la violence, de la nécessité ou non de la violence. En fait, c'est un livre qui essaye, entre guillemets, de contrecarrer le manichéisme, puisque on essaye de voir et de faire comprendre, en fait, c'est pas parce que, par exemple, on est un monstre qu'on doit agir de façon monstrueuse, et au contraire, les humains qui sont censés être gentils, entre guillemets, peuvent agir de façon monstrueuse et créer eux-mêmes des monstres. Donc voilà, il y a des belles idées derrière. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans, et après j'étais partie, j'ai tout lu presque d'une traite. J'ai hâte de lire le tome 2, je pense, pour le mois d'avril. En tout cas, je vous le conseille si vous avez aimé Darker Shade of Magic. Alors pour l'instant, il n'est pas disponible en français, mais à mon avis, ça va arriver. Enfin, vu le succès de Darker Shade of Magic, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas traduit en français. Je suis sûre que Lumen a ça dans ses dossiers quelque part. Donc si ça veut être Chang, voilà, c'est une duologie très sympa. Et si jamais vous avez peur de la VO, c'est pas... L'écriture de V.J. Schwab est assez accessible. Bon, il faut avoir quand même un niveau assez correct, mais c'est très accessible. Je veux dire, la façon dont elle écrit est imagée. Elle utilise certains adjectifs, évidemment, que tout le monde ne va pas forcément comprendre, mais vous allez comprendre l'univers et les dialogues et la profondeur des personnages. C'est tout pour ce mois de février. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, au pire je vous ferai. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous fais des bisous. Voilà, rien d'autre à vous dire, à part je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Et si ma tête vous plaît, vous pouvez vous abonner. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!